merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre souffleur d'histoire aujourd'hui, c'est Luc Bawin. Bonjour Luc Bawin. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous pour nous présenter votre roman Soustraction. À tous ceux qui aiment la lecture, les mots, mais aussi la rencontre à l'autre et ce que ça vient façonner chez nous. Alors, comment vous est venue l'inspiration de ce roman Soustraction ? Oh ben c'est très simple, j'ai pas dû chercher bien loin parce que c'est vraiment ce que je vis au quotidien. Il y a plusieurs thèmes abordés dans ce bouquin, notamment la rencontre de l'autre au travers de l'adoption, au travers aussi de l'accueil de l'étranger, l'accueil du migrant, l'hébergement à domicile. Et c'est vraiment ce qui fait ma vie actuellement, et donc j'ai vraiment pas dû me creuser trop les méninges pour trouver, je dirais, ce sujet qui me passionne et que j'ai vraiment eu envie de mettre. C'est pas autobiographique, mais ça s'inspire franchement de mes expériences personnelles et j'en ai fait quelque chose de un petit peu romancé, voilà. Alors, pour que vous compreniez bien cette histoire, Luc Bawin, notre souffleur d'histoire, a été médecin toute sa vie. Et là, il nous raconte l'histoire, c'est un chassé-croisé entre deux personnages. Le personnage de Gaëlle, qui a du mal à avoir des enfants, à être enceinte, et qui a des questions sur ses propres origines parce qu'elle a été adoptée. Et c'est la rencontre de Gaëlle et de Younes. Younes est un migrant qui essaye d'arriver à Londres et qui erre dans le parc Maximilien et qui va être accueilli. Et le couple qui d'habitude l'accueille ne peut pas l'accueillir. Ce sont des amis de Gaëlle et Tom. Ils ne peuvent pas l'accueillir parce que Alice est en plein postpartum. Et elle est d'ailleurs hospitalisée. Donc on est au plein cœur de la naissance finalement. C'est le thème sous-jacent, comment on peut naître dans la rencontre à l'autre, naître à soi-même et naître au monde. Oui, mais ce sont des questions qui m'envahissent, je vais dire, depuis très longtemps, vu que ma propre famille est vraiment aussi fondée sur l'adoption en grande partie. Et ça m'a toujours travaillé de me rendre compte que finalement, on pouvait considérer comme les siens des enfants qui n'étaient pas nés dans la famille. Et par contre, il y a parfois des enfants qui naissent dans les familles et qu'on a du mal à reconnaître comme les siens. Donc c'est toute cette question de la filiation par rapport à la génétique qui finalement m'occupe l'esprit à la fois dans mon boulot, puisque je m'occupe aussi d'adoption à mon travail, mais aussi dans mes liens familiaux au quotidien. Luc Bawin, vous avez, pour ouvrir votre livre, cette très belle citation de Rainer Maria Rilke qui dit « Nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement quelque part. C'est peu à peu que nous comptons en nous le lieu de notre origine et pour y naître après coup et chaque jour plus définitivement. » Oui, voilà, ben c'est un beau résumé finalement de ce qui a fait le nœud du roman. Voilà. C'est très très beau. Alors, la couverture, vous le verrez, c'est une aquarelle. Alors, j'aimais beaucoup ce que vous disiez de l'aquarelle dans votre livre. Vous dites « Tu es un funambule qui avance sur un fil entre maîtrise et abandon. Toujours rester maître de ta technique, mais aussi pouvoir lâcher prise face au papier. L'aquarelle est vivante, elle t'échappe. Ne tente pas de la dominer. » Ça me faisait penser à la fragilité de nos vies, en fait. Oui, c'est une aventure l'aquarelle. Je veux dire que on ne sait pas la dominer. Une fois que c'est parti, c'est parti. On ne sait pas revenir en arrière, on ne sait pas la rectifier. C'est une technique tout à fait particulière qui m'a toujours vraiment inspiré. J'en ai un petit peu pratiqué à mon niveau, mais je trouve que ça a quelque chose de très vivant avec ce que ça implique comme surprise au niveau de la rencontre de la couleur du papier en fonction de ce que le papier est plus humide ou plus sec, on a des évolutions différentes. C'est quelque chose de très vivant. Alors quelque chose de très particulier aussi à l'aquarelle, c'est que la couleur blanche n'existe pas. Si vous voulez avoir de la couleur blanche dans le tableau, il faut préserver des zones à l'avance, et c'est finalement en retirant de la couleur ou en retirant cette pellicule de masque qu'on peut mettre avant, que la lumière apparaît dans le tableau. Et j'ai toujours été très sensible au fait que pour que quelque chose puisse advenir, il fallait peut-être retirer autre chose ou laisser une place vide à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui me fait vivre, voilà. Et j'ai essayé de faire
cette métaphore avec l'aquarelle pour montrer que dans nos vies, il faut aussi parfois laisser des places vides ou retirer des choses pour s'ouvrir à de la nouveauté. Et cette nouveauté vient parfois débloquer certaines situations inextricables, mais voilà, à partir du moment où on peut élargir un petit peu l'horizon, les choses peuvent se mettre en place. Vous dites, une fois la couleur appliquée sur l'ensemble de la surface, et lorsqu'elle aura séché de la pulpe du doigt, elle retirera la pellicule de masque, et c'est du blanc du papier qu'apparaîtra la clarté, que ciseleront des motifs colorés. Elle a retenu le principe avec l'aquarelle, jamais de couleur blanche. On crée la lumière par soustraction. Dans son ventre, on a soustrait un bébé. Qu'est-ce qui a pu ainsi se créer en elle? Donc, c'est par la soustraction des choses qu'on peut ouvrir et additionner finalement. Oui. C'est ça le paradoxe. Effectivement. Multiplier, on va dire multiplier peut-être. Oui, enfin, il y a toujours cet effet de surprise qui est éclairant. Là, la lumière est éclairante et je trouve que voilà, c'est une belle allégorie. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est presque une allégorie de cette aquarelle qui se fait petit à petit, puis que c'est en fin de parcours que la lumière vient révéler tout ce qu'il y avait comme travail préparatoire. Il y a beaucoup de délicatesse dans votre écriture, je trouve, et je me disais qu'il y avait sans doute quelque chose de semblable dans la technique de l'aquarelle qui demande d'être assez précis ou patient peut-être. Et puis, il y a beaucoup de références à la nature. Et je me disais, tiens, vous êtes médecin et pour qu'une vie se fasse, on est rempli d'organes. Et je me dis, tiens, pour que le monde soit fait, parce que c'est un peu peuplé de vie, peuplé de nature, on est un tout. Il y avait tellement de références à la nature, vraiment de résonance à la nature dans votre livre. Quelle est la place de la nature pour vous ? Pour moi, c'est un ressourcement. C'est vrai que j'ai un tempérament un peu solitaire et que forcément, j'aime bien me replonger à la fois dans la forêt ou dans les campagnes ou simplement, pouvoir m'oxygéner un petit peu l'esprit. Et je dirais que c'est en partie aussi dans ces moments-là que j'écris, parce que je ne sais pas écrire uniquement devant mon clavier. J'ai vraiment besoin de prendre à certains moments de la distance et laisser revenir les choses et finalement trouver des idées nouvelles ou des pistes auxquelles je n'avais pas pensé quand j'étais vraiment dans le feu de l'action, je vais dire. Donc c'est un petit peu le contrepoids, je vais dire, du travail de l'écriture. C'est cette partie de l'écriture qui se fait en pleine nature, en oxygénation, en réflexion, en ouverture. Voilà. Alors, donc, vous accueillez chez vous, dans votre projet de famille, pour quelques jours, des personnes en transit. Et donc, vous dites, mon père, là où il se trouve, doit partager cette même fierté. Il m'avait dit de prendre ma vie en main. Ce sont ces paroles qui m'ont donné le courage de ne pas rester au pays en victime et la force de me couper de mes racines dans l'espoir d'une vie épanouie en terre de liberté. Et puis, vous dites qu'au moment après cet accueil de quelques jours, de ces personnes en transit, le moment vient de se quitter, de les ramener. Et vous dites que les retours à Bruxelles se passent toujours sans le moindre échange de mots. Il n'avait pas précisé qu'ils étaient aussi tonitruants. C'est comme le blackout, ce phénomène habituel pour tout engin spatial qui revient sur la Terre. La rentrée dans l'atmosphère est une épreuve infernale qui interrompt toute communication. Ça doit être un moment vraiment difficile parce que des personnes qui se sont coupées de leurs racines retrouvent un temps d'échange au sein de votre foyer, et puis à nouveau, c'est l'espace de solitude. Tout à fait. C'est une place difficile à occuper, celle d'hébergeur, parce que à la fois c'est essentiel de nouer des liens, parce que je pense que ce sont ces liens avec l'étranger qui sont peut-être aussi qui vont former le tissu du monde de demain. Et en même temps, il faut avoir l'humilité de se rendre compte qu'on n'est qu'un passage sur leur route et qu'il ne faut pas qu'ils s'attachent chez nous, il ne faut pas qu'ils s'ancrent chez nous. Et donc, les relations qu'on peut établir avec eux, il faut qu'elles soient plutôt de l'ordre du relais vers autre chose que de s'accaparer une relation et y trouver une gratification peut-être trop importante. Et donc c'est vrai que à la fin du week-end, parce que l'hébergement c'était surtout un hébergement de week-end, quand on les reconduisait à Bruxelles le lundi ou le mardi matin, c'était toujours des moments très difficiles parce que voilà, dès le moment où on montait dans la voiture, c'était comme si on était déjà ailleurs et il y avait cette musique qui bloquait tout contact oral.
mais qui leur permettait aussi de faire un petit peu sas, je vais dire, entre le chez nous et le chez eux, qui n'était... Donc plutôt que de discuter, ils mettaient de la musique qui rappelait leur culture, leur chez eux, c'est ça, et qui finalement disait on est en route pour notre prochaine aventure, pour peut-être retrouver nos racines. Oui, et puis avec tout ce que ça comporte pour eux de danger, d'incertitude, c'est une route très très difficile. Ils n'ont pas de chez eux, ils n'ont quasiment pas de bagages, ils craignent la police, ils craignent les contrôles, ils savent pas où ils vont dormir, ils savent pas s'ils vont avoir un moyen d'atteindre la Grande-Bretagne. Donc tout ça, je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui finalement risquent leur vie pour ne pas la perdre. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment touché personnellement, c'est qu'ils prennent d'énormes risques avec leur vie parce que c'est la seule façon pour eux de ne pas la perdre, d'y trouver un sens et d'avoir un futur possible. Luc Baouin, un autre auteur a été médecin et a écrit sur la médecine, c'est Gilbert Schlogel. Il a écrit Les Princes de sang qui raconte l'histoire de la médecine, et puis il a écrit Victoire ou la douleur des femmes qui avait été portée à l'écran par Marie Trintignant et mis en scène par Nadine Trintignant, qui raconte finalement l'émancipation de la femme et l'autorisation de la pilule contraceptive. Vous avez été médecin toute votre vie. Vous avez vu énormément de personnes, qui sont fragiles, qui sont malades à ce moment-là quand vous allez les rencontrer, puisque c'est bien pour ça qu'elles font appel à vous. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie d'écrire sur ce sujet-là? Pourquoi avoir attendu autant d'années avant d'écrire? Parce que le métier de médecin généraliste, c'est un métier qui vous occupe H24 et que on n'a pas vraiment le temps. C'est une temporalité différente. Je pense que pour écrire, il faut vraiment être dans un état d'esprit, dans une temporalité tout à fait spécifique. Le métier de médecin généraliste, c'est de l'activisme en permanence. Mon premier bouquin, qui s'appelait Les Partitions, je l'avais écrit un petit peu en fin de carrière lorsque j'avais été justement confronté à une situation médicale difficile pour moi. Et j'ai vu ça comme une obligation de mettre des mots sur le papier pour me permettre de prendre une distance physique avec une relation thérapeutique qui m'envahissait de façon exagérée et où je me retrouvais vraiment démuni, isolé. Et donc ça a été pour moi quelque part un peu thérapeutique que d'écrire mon premier roman, parce que je n'ai pas voulu en faire un report de cas. J'ai tout de suite voulu mettre ça dans une fiction, si même mes sentiments ils sont très très perceptibles. C'est pour ça d'ailleurs que ce premier roman est paru sous un nom de plume, parce que l'Ordre des médecins trouvait que ça pouvait faire un petit peu trop rapport de cas justement, et que c'était peut-être pas vraiment l'idéal. Mais j'ai quand même commencé à écrire dans ma pratique professionnelle, mais plus comme un exutoire quelque part. Et c'est quand j'ai eu davantage de temps, que j'ai pris un petit peu de distance avec la médecine générale en fonction de ma retraite, que j'ai pu m'adonner à cette... je crois que c'est devenu une passion qui est peut-être tardive, mais c'est quand même une passion pour moi. Quand on vous a soustrait l'activisme de votre vie, alors est arrivé l'espace pour écrire. Exactement, voilà, c'est une autre forme de soustraction. Il a fallu faire de la place. Je me souviens, il me vient souvent en tête ce petit jeu que nous avions quand nous étions gosses. C'était un carré avec 4 sur 4, où il y avait des petites cases qu'on devait remettre dans l'ordre qui était numéroté. Et je me suis toujours dit, mais finalement, s'il n'y a pas une case qui manque, le jeu n'a pas de raison d'exister. Il faut vraiment qu'il y ait cette ablation de quelque chose pour que les choses puissent se mettre en mouvement, circuler et venir prendre un sens. Merci d'avoir été avec nous pour un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre Souffleur d'Histoire cette semaine, c'était Luc Baouin pour son troisième roman. Oui. Troisième roman, Soustraction. Une perle d'écriture, vraiment, je vous la recommande. C'est très poétique. Soustraction, c'était par Luc Baouin, notre Souffleur d'Histoire cette semaine. À bientôt. Merci Françoise.